Cette présentation porte sur la dynamique des systèmes en présence d'une force de frottement et on va s'attarder aux objets qui sont liés et qui sont en translation. Donc, notion préalable à maîtriser. Tout d'abord, être capable de calculer le module d'une normale. Ensuite, être capable de calculer une force de frottement, que ce soit une force statique ou cinétique, et également déterminer son orientation. Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations où on a plus d'un objet. Et enfin, utiliser la troisième loi de Newton, donc le principe d'action-réaction, donc les forces qu'un objet exerce sur l'autre sont égales et opposées. Donc quand même plusieurs notions préalables là, à comprendre avant d'aborder cette présentation-ci. Donc, les objectifs de cette présentation. Alors, premièrement, donc, à la fin de la présentation, on devrait être capable de déterminer l'accélération d'un système de deux ou plusieurs objets qui sont liés. Ça veut dire des objets qui sont attachés ensemble ou qui appuient l'un sur l'autre en présence de frottement. Et deuxièmement, prédire si les objets se mettront en mouvement ou resteront au repos. C'est nos deux objectifs pour la présentation. Donc, si on a les notions préalables, à savoir calcul de la normale, utilisation de la deuxième loi de Newton, de la troisième loi de Newton, calcul d'une force de frottement, on n'a pas de nouvelles théories à voir, on est capable de passer tout de suite à un exercice. Donc, on va mettre tout de suite en application l'ensemble de ces notions-là dans une situation à deux objets liés avec présence de frottement en translation. Donc, notre situation est la suivante. On a deux masses qui sont de part et d'autre d'un plan incliné. Et on donne les masses des blocs, donc 7 kg et 4 kg respectivement pour M1 et M2. Et on a des coefficients de frottement. Donc, le coefficient cinétique, c'est 0,1. Et le coefficient statique, c'est 0,2. Donc, c'est le même coefficient pour l'ensemble des surfaces. La première question, si M1 glisse vers le bas, donc M1 glisse vers le bas ici, donc sa vitesse est comme ça, quelle est l'accélération des blocs? La première chose à faire, ce sera un schéma des forces sur chacun des objets. Donc, commençons avec ça. On va y aller avec nos forces les plus faciles, alors à savoir le poids. Donc, évidemment, le poids, la normale. Donc, sur le bloc 1, je vais les identifier par des indices 1 parce que ce n'est pas nécessairement le même poids et la même normale pour chacun des blocs. Donc, le poids vers le bas, la normale perpendiculaire à la surface. Même chose pour le bloc 2, le poids vers le bas, la normale perpendiculaire à la surface. Ensuite de ça, on sait qu'il y a une corde qui relie les deux objets. Donc, une corde, ça va exercer une tension. Une corde peut seulement tirer. Donc, sur chacun des blocs, on va avoir une force exercée par la corde qui est dans cette direction-là. Une corde, ça ne peut pas pousser. Maintenant, oui, c'est une tension, mais ce que je sais, c'est que qu'est-ce que je vois quand je vais au bout de la corde? Qu'est-ce qui, en définitive, tire sur la corde par rapport au bloc 1? Bien, on voit que c'est le bloc 2 qui est attaché au bout de la corde, donc c'est le bloc 2 qui tire sur la corde. Et inversement, quand on part du bloc 2, on voit que ce qui tire au bout de la corde, c'est le bloc 1. Donc, ces forces-là, on va remarquer que c'est une paire action-réaction. Et je vais donc les appeler ainsi. Donc, F1,2, on voit que c'est une force exercée sur le bloc 1 par le bloc 2. Et inversement, c'est une force exercée sur le bloc 2 par le bloc 1. Donc, ces deux forces-là forment une paire action-réaction. Donc, si c'est une paire action-réaction, j'ai identifié que c'était une paire action-réaction, on va appliquer la troisième loi de Newton qui nous dit que ces deux forces-là sont égales. Alors, je vais tout simplement les appeler T. Donc, c'est une tension dans la corde et c'est la même pour chaque schéma des forces, pour chaque bloc. Il nous reste à placer la force de frottement. Donc, la force de frottement est opposée au glissement. Je vous rappelle que les blocs, donc le bloc M1 glisse vers le bas du plan incliné et logiquement, si le bloc M1 glisse vers le bas du plan incliné, le bloc M2 va glisser vers le haut du plan incliné. Donc, les forces de frottement sont opposées au glissement. Donc, force de frottement 1.
dans cette direction-là et force de frottement 2 dans cette direction-là. Remarquez que on les a distingués l'une de l'autre, donc j'ai force de frottement 1 et force de frottement 2 parce que les normales ne valent pas nécessairement la même chose, donc les forces de frottement pourraient très bien être différentes. Prochaine chose, on indique la direction de l'accélération, donc on va supposer que l'accélération est vers le bas du plan incliné. Ça veut dire que le bloc glisse vers le bas et glisse de plus en plus vite. Donc, si j'ai placé mon accélération dans cette direction-là, je vais placer un axe des X dans cette direction-là. Si ce bloc 1 accélère vers le bas du plan incliné, ça veut dire que le bloc 2, son accélération va être vers le haut du plan incliné et son axe des X va pointer dans la même direction. Remarquez que j'aurais très bien pu mettre les accélérations dans l'autre direction, ça aurait été très correct. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, le bloc 1 descend le plan incliné, mais de moins en moins vite. D'accord? Donc, à ce stade-ci, en autant que j'ai identifié la direction de l'accélération dans la direction parallèle au plan incliné, c'est correct. Ensuite de ça, les deux blocs sont liés ensemble, donc le gros bon sens va nous dire quoi? Que les deux accélérations des blocs sont égales. Donc, on va tout simplement identifier les accélérations A1 et A2 par A. Donc, dans le schéma des forces que j'ai repris ici, on voit qu'on a mis effectivement tout simplement A comme accélération. Et là, on va commencer par le bloc 1. On va appliquer la deuxième loi de Newton sur le bloc 1. Je vais commencer par la somme des forces en Y. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de trouver la normale qui va nous permettre de trouver la force de frottement. Alors, calculons la normale. Donc, en Y, la somme des forces est 0. On le voit que mon accélération, si j'écris en termes de composantes pour ce bloc-là, on a AI plus 0J. Donc, l'accélération est uniquement orientée selon X. Donc, la somme des forces en Y vaut 0. Qu'est-ce qu'on a en Y? La normale 1, moins la composante Y du poids. Donc, c'est avec le cosinus de 37, qui est l'angle de cette portion-là du plan incliné. Tout ça est égal à 0. Donc, la normale me donne M1G cos 37, ce qui fait 54,8 newtons pour la normale 1. Avec ça, on peut aller calculer notre force de frottement sur le bloc 1. Donc, avec la formule suivante, force de frottement 1, c'est le coefficient fois la normale 1. Donc, en remplaçant les chiffres, 0,1 fois 54,8, on obtient 5,48 newtons. Donc, remarquez le code de couleur là, dans les équations, ce qui est une force de friction. On va les mettre en orange. Une fois qu'on a la force de friction, on peut passer à la composante X pour le bloc 1. Donc, la somme des forces en X égale M1 fois A. Qu'est-ce qu'on a en X? Remarquez que la tension est orientée vers les X négatifs, d'où le signe moins. La force de friction est également orientée vers les X négatifs. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est la composante X du poids. Alors, M1G sinus 37, elle est vers les X positifs. Donc, quand ce sera une composante de poids dans les équations, je vais mettre les valeurs correspondantes en vert. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Le mieux que je peux faire pour mon équation, c'est la chose suivante, c'est de mettre les valeurs numériques. Donc, on aurait pu combiner ces deux-là ensemble, mais je vais les laisser séparer pour bien qu'on voit d'où ils viennent. Donc, il y en a une qui est une contribution de la friction et l'autre, c'est la contribution du poids, mais on aurait pu les combiner, là, ça aurait donné le même résultat à la fin. Donc, ma première équation, l'équation pour le bloc 1. Passons au bloc 2. On va encore une fois commencer par sa composante Y. Donc, la composante Y, c'est pas mal la même chose que pour le bloc 1, N2 moins M2G cos de 53, donc l'angle a changé, c'est 53 degrés, et on obtient une normale de 23,6 newtons. Avec ça, on va calculer notre force de frottement. Donc, c'est la force de frottement 2. Donc, c'est plus la même force de frottement. Vous allez voir, elle est différente parce que c'est avec la normale numéro 2. Donc, 0,1 fois 23,6. Et on obtient ici 2,36 newtons. Donc, petite remarque, il n'y a pas de signe ici. Là. Ça, c'est un module. Donc, on n'a pas de signe plus ou moins. Le signe plus ou moins va venir après quand je vais orienter les forces. Alors, l'équation de la composante X. Donc, somme des forces en X égale M2 fois A. On voit que cette fois-ci, la tension, elle est vers les X positifs, d'où le signe plus.
la force de frottement est toujours vers les X négatifs et la composante X du poids, cette fois, est orientée dans la direction négative. Donc, ma deuxième équation me donne ceci. Donc, ça, c'est la force de friction. Ça, c'est la composante X du poids. Encore une fois, on aurait pu les combiner pour avoir une seule valeur numérique, mais j'ai choisi de les laisser de manière séparée pour qu'on voit bien quelle force cause quelle contribution. Donc, quand on a nos deux équations, donc quand on a des objets liés, une technique qui fonctionne la plupart du temps pour trouver mon inconnu, c'est d'additionner mes deux équations. Donc, on veut isoler l'accélération. On va écrire chacune de nos deux équations. Donc, ça, c'était celle du bloc 1. Et on a l'équation du bloc 2. Et on les additionne. Donc, première chose qu'on voit, c'est que les tensions s'annulent. Donc, c'est une paire action-réaction. Alors, c'est normal, quand vous allez additionner vos deux équations, il va vous rester juste des forces extérieures dans la somme. Alors, tout ce qui est force interne, paire action-réaction, doit disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 7,84 plus, ça c'est à peu près 10, là, je l'ai arrondi un petit peu, là, plus 10 égale 11A. Donc, ça, c'est la contribution de la force de friction. Donc, le total des forces de friction. Alors, on voit que les deux étaient dans la même direction. Donc, les deux étaient opposés au glissement. Donc, elles s'additionnent. Par contre, la contribution des poids, bien, on a un bloc qui tire d'un côté, le bloc tire de l'autre côté. Donc, ce que je vois ici, là, le plus 10, c'est un déséquilibre des composantes X des poids. Donc, il y en a un qui tire avec 41,3, l'autre 31,3 du côté opposé. Donc, qu'est-ce qui me reste comme force nette? Il me reste 10 newtons. Donc, de ce 10 newtons de force nette, on enlève pratiquement 8 en friction. Et donc, il me reste une accélération qui est somme toute plutôt petite, donc 0,19 mètres par seconde carré. Donc, le calcul de l'accélération est fait. On pourrait, si on veut aller plus loin, aller trouver la tension dans la corde en remplaçant cette valeur de l'accélération dans une ou l'autre de ces équations-là et on devrait trouver que les tensions sont égales. Deuxième partie. Deuxième objectif, si des blocs sont au repos. Donc, on doit prédire s'ils peuvent ou non se mettre en mouvement. Alors, la question ici, supposons que ces blocs sont au repos. Donc, V égale 0, il n'y a aucun glissement. Peuvent-ils se mettre en mouvement? Donc, comme il n'y a pas de glissement, on va utiliser, évidemment, notre coefficient de friction statique. Avant de passer à la friction, on va juste se demander, d'accord, les blocs sont au repos, mais qu'est-ce qui peut les mettre en mouvement? Quelle force ou quelle combinaison de forces peut faire en sorte que les blocs qui étaient au repos se mettent en mouvement? On va regarder les forces. On ne tiendra pas compte de la force de friction parce qu'on se rappelle qu'une force de friction statique, son but, c'est d'empêcher le mouvement. Donc, dans ce cas-là, c'est pas cette force-là, son but, c'est d'empêcher le glissement, pardon, donc empêcher le glissement. Alors, c'est pas cette force-là qui va mettre les blocs en situation de glissement. Donc, on doit regarder dans nos trois autres forces. Qu'est-ce qu'on a? La normale, la tension et le poids. Donc, les forces de tension, c'est une force interne. Donc, un objet tire sur l'autre. Donc, ça ne peut pas mettre l'objet en mouvement. Donc, si un tire sur deux, deux va tirer avec la force opposée exactement égale. Donc, ça ne peut absolument pas commencer à mettre les objets en mouvement. Les normales, bien, regardez les directions. Donc, perpendiculaires au mouvement auquel on s'attend. Donc, perpendiculaire au mouvement, bien ça ne peut pas mettre le bloc en mouvement le long du plan incliné. Donc, les normales ne peuvent pas créer le mouvement dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Bien, c'est les composantes X du poids. Donc, on a P1X ici et P2X dans cette direction-là. Alors, c'est vraiment les composantes X des poids qui vont permettre au bloc de se mettre en mouvement. Maintenant, on avait vu qu'il y avait un petit déséquilibre. Nos composantes X des poids, pour le bloc 1, on avait 41,3 et celui-ci, on avait 31,3. Donc, la Terre attire un des blocs un petit peu plus que l'autre.
Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le système en mouvement. Donc, comme celui-là est attiré un petit peu plus que l'autre, lui devrait descendre et lui devrait monter. Donc, on s'attend que si ça se met en mouvement, ça se mette à glisser dans cette direction-là. Donc, je reprends ici. Vous voyez que je vous montre une petite équivalence. Donc, des fois, on peut voir, oui, deux blocs qui sont attachés par une corde, mais du point de vue de la dynamique, le système est tout à fait équivalent à ça. Donc, du point de vue des forces extérieures, qu'est-ce que j'ai? J'ai 41,3 de l'autre côté, 31,3 de l'autre. Ça me fait une force nette de 10 newtons seulement. Pour une masse totale, donc 7 kg, 4 kg, pour une masse totale de 11 kg. Donc, ces deux situations-là ont la même dynamique. Donc, j'ai une masse totale de 11 kg et j'ai une force nette vers la gauche ou vers le bas du plan incliné de 10 newtons. Donc, le déséquilibre des forces, ça crée une force résultante de 10 newtons sur une masse de 11 kg. Donc, en théorie, s'il n'y avait pas de friction, ça pourrait très bien se mettre en mouvement. Mais, on a des forces de friction qui vont vouloir empêcher ce mouvement-là de débuter. Voyons voir la direction. Donc, on a dit que le bloc M1 se mettrait à glisser vers le bas du plan incliné et la force de friction veut empêcher ça. Donc, elle va devoir retenir le bloc. Donc, le bloc voudrait descendre, la force de friction va l'empêcher. Le bloc M2 voudrait monter, donc la force de friction va l'empêcher de monter en étant dans la direction opposée où il voudrait se mettre à glisser. Donc, on voit quelque chose d'important ici, c'est qu'encore une fois, les deux forces de friction ont la même direction. Donc, leurs effets vont s'additionner, comme on avait vu tout à l'heure. Alors, on va calculer chacune des forces de frottement statiques. Donc, l'équation est un petit peu changée maintenant, parce que ce que je vais calculer, ce n'est pas tout à fait la force de frottement, mais sa valeur maximale. Donc, quelle valeur maximale peut prendre la force de frottement? Et j'utilise l'équation mu s fois la normale. Donc, 0,2 fois la normale 1, ça me dit que la force de friction maximale, ça ne veut pas dire que c'est la valeur de la force de friction. La force de friction maximale vaut 11 newtons. C'est le maximum que ça peut avoir. Sur le bloc 2, donc la force de friction maximale sur le bloc 2 mu s fois n2, donc même coefficient, fois normale 2 différente, 23,6, et donc la force de friction maximale, 4,7 newtons. C'est les valeurs maximales. Donc, on avait vu qu'ils étaient dans la même direction, elles vont s'additionner, elles vont se combiner, elles travaillent ensemble. Donc, la force de friction maximale qu'on va avoir sur l'ensemble du système, donc si je considère les deux blocs comme un tout, ça va être 15,7 newtons. C'est la valeur maximale que peut fournir la friction. Faisons le bilan de tout ça. Donc, nos deux blocs, on avait vu qu'il y avait un déséquilibre des forces composantes X des poids qui était de 10 newtons. Donc, l'équivalent à ça, c'est que j'ai deux blocs avec une force résultante de 10 newtons. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une force motrice. Qu'est-ce qui va permettre de mettre les blocs en mouvement? Donc, la force motrice nette, c'est 10 newtons. Ça, c'est fixe. Ça ne peut pas être plus. Donc, ça dépend des masses des blocs, des angles. Donc, dans la situation qu'on a, c'est 10 newtons. La force de frottement maximale, on avait vu que c'était 15,7 newtons. Donc, le frottement peut garder les blocs immobiles jusqu'à ce que la force motrice atteigne 15,7 newtons. Après ça, on ne peut plus les garder immobiles. Alors, la question, si on peut empêcher une force motrice jusqu'à 15,7 newtons, peut-on garder les blocs au repos quand on a une force motrice de 10 newtons? La réponse est oui. Donc, la force de frottement peut contrer l'ensemble de la force motrice et donc le système ne peut pas se mettre en mouvement. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que le système se mette en mouvement? On pourrait réduire, par exemple, le coefficient de friction, par exemple, ou augmenter cette masse-là. Donc, pour augmenter le déséquilibre des forces en faveur de cette direction-là. Donc, c'est deux façons là, dont qu'on pourrait utiliser peut-être pour mettre le système en mouvement.